600 000 tonnes. C'est la meilleure récolte de l'histoire du Mali. Pourtant, l'inquiétude est grande. Le coton est d'excellente qualité, soigneusement ramassé à la main. Mais il traîne dans les champs et s'abîme au soleil. Il n'y a pas assez de camions pour le ramasser. Les machines à égrener achetées à crédit aux Américains tournent à plein, mais leur nombre est insuffisant. Au nom d'une meilleure efficacité, on parle de privatiser la Compagnie nationale du textile. L'idée séduit, mais le fait que des étrangers fassent main basse sur les graines effraie les agriculteurs. Aujourd'hui, ils en disposent gratuitement et les agronomes de la compagnie sélectionnent pour eux les meilleures variétés. En début d'année, on a rêvé avec des prix au kilo qui s'envolaient à New York. Puis la fièvre est retombée et depuis des mois, les cours ne cessent de chuter. Les stocks attendent de trouver des acquéreurs sur le marché international. Il faut donc les protéger au mieux. Et le plastique bleu ne fait pas l'affaire. Il fond, se mêle à la fibre, finit par se retrouver dans les tissus. Certains clients mécontents se sont permis de souligner qu'avec le coton américain, ce genre de problème n'existait pas. La compagnie a promis de corriger l'erreur au plus vite. À Paris, les négociants de la Copaco continuent d'utiliser la qualité de la fibre africaine comme principal argument de vente. Mais le coton de la campagne 2004-2005, il sera disponible quand? Rarement avant les premières évacuations, on peut envisager des... Il y a 150 ans, les premiers négociants de la Copaco allaient en Louisiane pour ravitailler les filatures du nord de la France. On est obligé de signer avec eux pour la totalité. Je pense qu'il faudra le faire. Aujourd'hui, la société représente les intérêts africains sur un marché mondial particulièrement bousculé. Et ce n'est pas une mince affaire. Le coton est sujet aux spéculations les plus insensées. La moindre rumeur sur les stocks chinois ou sur une grève des ouvriers agricoles au Brésil peut tout changer. Ne parlons pas d'un typhon en Alabama. Il faut préciser qu'une partie du coton mis en vente sur le marché n'existe que sur le papier. Pas très clair. C'est pas très clair. Très bien. Il y a plein de coton qui est parti là. Si je prends le coton africain, là je reviens du Bénin et du Togo, les semis n'ont pas encore commencé. Ils vont commencer dans 3 semaines, 4 semaines. Donc on a une activité virtuelle. Qui dit virtuelle, dit évidemment prise de risque. Prise de risque parce que est-ce que ce coton sera réellement produit? A priori oui, mais bon, il y a toujours bien entendu des inconnus, surtout lorsqu'il s'agit de volumes importants. Nous allons l'évacuer en direction des filatures. Les filatures seront-elles toujours là? Nous assistons tous les jours à des fermetures de filatures, que ce soit en Europe de l'Ouest ou qu'il s'agisse des États-Unis. 180. Donc, prise de risque. Et à tous les niveaux de notre métier, nous avons des risques. Faut me donner un prix, Chine. Et Indonésie aussi, ça peut aller? Jakarta? 69. Aux États-Unis, prise de risque et spéculation sur le coton ont permis que se bâtissent des fortunes colossales, comme celle de la famille du peintre français Édouard Degas, dont les propriétés de la Nouvelle-Orléans sont aujourd'hui des palaces très fréquentés. C'est ici, en Louisiane, que le coton a vécu ses plus grandes heures de gloire. Et c'est à cause des esclaves dont les plantations avaient tant besoin que les États-Unis se sont entredéchirés en 1870. La guerre de sécession est un sujet resté sensible. C'est ce qui explique, au moins en partie, le poids des producteurs actuels dans la vie politique du pays. Leurs défenseurs sont nombreux, jusque dans les sphères les plus hautes du pouvoir. Le sénateur Noble Ellington en est un. À la tête d'une société qui achète une partie du coton au nord de la Louisiane, il est bien placé pour affûter ses arguments. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 6 ou 7 ans, notre industrie consommait 11 millions de balles et que nous n'en exportions que 6 millions. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Nous vendons 2 fois plus à l'étranger
que ce que nous consommons. Le marché mondial a pris le dessus et notre industrie textile, elle, a réduit ses activités au minimum. La compétition d'une main-d'œuvre tellement meilleur marché en Chine ou au Mexique a eu un effet dévastateur. Avant, on parlait de King Cotton, le coton roi. C'était le bon temps. Je ne crois pas qu'il faille s'attendre à ce que cela se reproduise et que nous puissions dire que l'on va se passer des aides du gouvernement. Mais franchement, je ne pense pas non plus que le gouvernement va nous dire d'arrêter de cultiver. Non, je ne vois pas l'avenir comme ça. Hormis l'acharnement au travail d'ouvriers qui ont peur de perdre leur emploi, les États-Unis ont un atout majeur pour rester les vrais maîtres du jeu. Ce sont eux, et eux seuls, qui fixent les critères de qualité derrière lesquels doivent se ranger tous les cotons du monde. Bien des pays producteurs ont eu à subir ce genre de diktat. Pour la fibre africaine, la menace est réelle puisqu'elle n'est, paraît-il, jamais tout à fait assez blanche. Aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier, nos critères sont pris en compte. Nous sommes une référence. On s'adresse à nous pour juger des stocks. Le 41 est le meilleur gris. Après, il faut considérer la présence de feuilles dans la fibre. Ça peut faire perdre beaucoup d'argent, ce genre de détails. Vous voyez, nous avons donc un dégradé d'étalons référence. Cela va du blanc au gris, avec plus ou moins de brillance et plus ou moins de déchets. Dans une ambiance internationale dominée par les affrontements au Moyen-Orient, la bataille du coton pourrait sembler secondaire, voire dérisoire. Elle est, bien au contraire, la préfiguration des guerres économiques à venir, celle du blé, du riz ou du sucre, du contrôle sur la nourriture des humains. Donc en fait, à BBC, vous êtes là pour peser sur l'opinion publique européenne et américaine et dire aux pays riches, arrêtez de subventionner vos producteurs au détriment des pays pauvres. Nous faisons confiance à l'OMC, aux pays développés, pour l'aboutissement des négociations pour un commerce équitable. C'est la mondialisation. Comme on dit chez nous, on n'arrête pas la mer avec ses bras. On ne peut pas fermer les frontières. Je ne pense pas. C'est même pas souhaitable de fermer les frontières. La frontière avec la Côte d'Ivoire n'est pas fermée. Mais de l'autre côté, la guerre fait rage. Impossible d'atteindre le port d'Abidjan pour y acheminer le coton. Les camions sont attaqués, rançonnés, pillés. Il faut désormais effectuer 1000 km de détour en brousse pour rejoindre le port de Dakar. D'où l'idée de réutiliser le vieux chemin de fer hérité des Français. Ce que je veux savoir, c'est aujourd'hui, compte tenu de la crise pétrolière, l'impact sur les cours, l'impact effectivement sur le prix du coton en Afrique. Ce que craignent aujourd'hui les opérateurs, c'est que la hausse des cours du pétrole se traduise par un ralentissement de la croissance économique au niveau mondial. Attends, au niveau États-Unis et Europe, y compris au niveau chinois ou pas? Pour la Chine et puis le Japon également, ils ont une facture pétrolière, ils ont des coûts énergétiques élevés, ils ont déjà des problèmes de manière générale. Ça les inquiète énormément. Et comme tu le sais, tout ce qui est ressenti aux États-Unis
très directement se retrouve sur le marché de New York, qui influence les cours au niveau mondial. On se reparle lundi. On se parle lundi. Salut. Merci. Salut. Vous avez un marché qui effectivement est avant tout un marché de matières premières, qui se trouve lui-même chahuté par des effets de conjoncture internationale qui échappent totalement à l'Afrique. Donc c'est sûr que c'est une bataille sans fin. Une bataille quotidienne et sans fin, la bataille du coton. On l'attend, il ne vient pas. Puis on finit par l'entendre, alors qu'on ne l'attendait plus. Après 4 jours et 5 nuits pour parcourir 1500 km de brousse, le train Bamako-Dakar entre enfin en gare. Malmené, le coton a perdu de sa qualité. Par contre, son prix, lui, vient d'augmenter d'un bon tiers pour payer la facture du transport. L'acheminement est le talon d'Achille de la filière africaine. Pour y remédier, il faudrait investir des fortunes colossales. La Sodefitex, la compagnie sénégalaise du textile, a la chance de pouvoir entreposer son coton à 2 pas du port de Dakar. C'est ce qui lui a permis un développement hors du commun. Les cotonniers français de la société d'Agris n'ont pas hésité à investir dans une société qui affiche à ce point sa volonté d'aller de l'avant, malgré les difficultés du continent. La corruption et les pratiques commerciales douteuses. Voilà les valeurs fortes de la Sodefitex auxquelles on peut ajouter une valeur qui est essentielle, c'est la fibre africaine. Pour les cotonniers français, l'unique défi que doivent relever leurs partenaires africains, c'est bien sûr celui de la qualité. Pas à la sortie des champs, mais juste avant embarquement. C'est à cette seule condition qu'ils pourront résister aux pressions de la concurrence américaine. On exige à ce que les camions soient nettoyés proprement, parce que la direction voudrait... Certains verront dans la stratégie des cotonniers français la mainmise de Paris sur ses anciennes colonies. D'autres, un pied de nez supplémentaire à Washington. Plus terre à terre, D'Agris entend se positionner comme l'avocat du coton africain, y compris au sein de l'Union européenne. Est-ce que D'Agris a un pouvoir d'influence et donc un rôle de lobby? Assurément. Nous avons choisi effectivement clairement notre camp. Le coton, ça a été dit et répété, fait vivre des dizaines de millions de familles en Afrique. Si les cotonculteurs ne produisent pas de coton, que vont-ils produire? Des productions illicites? Et si les cotonculteurs ne vivent pas de leur exploitation, où vont-ils aller? Dans les économies du Nord? Pour les Européens, c'est un effet déstabilisant si demain les millions de cotonculteurs arrêtent de faire de coton pour faire toute autre chose. Et ça doit être clairement dit, affirmé et compris. Faute de moyens, l'Afrique de l'Ouest a dû confier la gestion de ses principaux ports à des compagnies privées étrangères. De toute façon, elle n'a jamais possédé le moindre cargo. Cette situation de totale dépendance est dure à admettre. En attendant des jours meilleurs, la coordination avec les cotonniers français est indispensable, en particulier pour se lancer à la conquête du marché asiatique. Il y a un peu plus d'1 an, nous sommes revenus sur le marché chinois avec du coton africain, avec des petites quantités. Nous avons soigné ces livraisons. Ça a permis effectivement au coton africain de se placer aux côtés du coton américain qui est largement prédominant. Et lorsqu'effectivement les Chinois sont venus sur le marché pour des importations massives, la porte était déjà entrouverte, même plus qu'entrouverte. Lorsqu'une délégation chinoise annonce une visite éclair à Paris,
Le personnage clé de la situation, c'est le classeur. Le joaillier de la profession, en quelque sorte. D'un seul coup d'œil, il doit déterminer l'origine d'un coton, sa variété, son terroir, son histoire. On attend surtout de lui qu'il en détermine la valeur. Homogène, aussi bien au niveau de la couleur que de l'impureté. Un petit fond de crème. Légèrement crémeux. Le classeur de Dagris est mondialement réputé. Chaque année, il voit passer entre ses mains les échantillons de dizaines de milliers de tonnes de coton africain. Non, nous avons Face à des Chinois habitués aux normes américaines, il lui faut sérieusement argumenter. 3,8 en indice et 3,6. La longueur de fibre est très bonne, donc nous sommes en 1,3/32e à 1,8. Les 10 grammes de coton, vous les insérez donc dans la chambre. Et en fonction donc, du poids du volume. Donc là nous apercevons qu'avec un indice de brillance de 78,10 et un indice plus B de 8,8, c'est un coton qui est blanc. Donc ça, il faut dire à monsieur que c'est le coton que nous produisons dans nos sociétés et que nous exportons. On aura le même qualité. Monsieur Ho, c'est aussi le maire Pétain. Ah bon? Merci beaucoup. Merci. Qingdao, principal port d'accueil du coton étranger en Chine. Deuxième port du pays, toutes marchandises confondues. Le 14e du monde, avec une capacité de 500 000 tonnes de fret par jour et qui ne demande qu'à augmenter les cadences. À Qingdao, un négociant de coton africain ne peut que rêver éveillé. L'Afrique produit du coton, les Français le commercialisent, nous l'achetons. C'est comme ça depuis des années et c'est bien comme ça. Du point de vue qualité, le produit est plutôt bon, mais il peut toujours réserver des surprises. C'est surtout au niveau des délais d'approvisionnement que rien n'est jamais sûr. Disons que globalement nous sommes satisfaits, mais qu'il est possible de faire mieux encore. Au total, en 2004, la Chine a acheté 300 000 tonnes de coton africain. Le chiffre est particulièrement encourageant. Pour les négociants français, l'essentiel est de franchir sereinement le contrôle qualité des douanes chinoises. L'entrée du paradis textile est à ce prix.